bien, bonjour à toutes et à tous. Merci Bonjour à d'être tous. nombreux avec nous ce matin. Alors, je ne sais pas si vous avez tous fait la fête comme moi ce soir, hier soir, mais ça va être un peu chaud. La nuit a été un peu courte. Je prendrai le relais s'il y a besoin. Bon, on va vous parler aujourd'hui de PrestaShop et comment l'optimiser pour le SEO et un petit peu pour la web performance. Donc, on va partir d'un exemple concret. On a fait un audit pour un site. On vous reparlera un petit peu du contexte juste après. Et de l'audit, on va vous montrer quelles recommandations faire et comment les mettre en œuvre. Allez, on va commencer par faire un peu connaissance. Alors moi, je vais vous parler de ce jeune homme qui est un e-commerçant, qui a une boutique qui s'appelle Une autre paire de manches, où il vend des boutons de manchette. Et accessoirement, je crois qu'il est aussi connu pour être le CEO de Plix et pour avoir été le magicien pendant un certain nombre d'années chez Eskimos. Le magicien le plus connu en référencement naturel. Merci. Et moi, je vais vous présenter donc Christophe. Donc Christophe, eh bien, j'ai la chance de travailler avec lui. Alors, je ne devrais pas dire que tu es trop bon parce qu'après, tu n'auras plus assez de temps pour une autre paire de manches. C'est peut-être contre-productif pour mon business. Non, en fait, Christophe, j'ai la chance de travailler avec lui dans le cadre de l'optimisation de mon PrestaShop. Moi, j'ai découvert PrestaShop il y a à peu près 2 ans en mettant vraiment les mains dans le cambouis, hein, je ne parle pas juste le nom. Et donc, du coup, j'ai demandé un peu d'aide à plusieurs personnes, dont Christophe qui a pris le relais et qui m'aide à optimiser tout ça. Donc, c'est vrai que bon, voilà, ça marche bien, on travaille bien ensemble. Et tu es ambassadeur SVM Rush et tu travailles beaucoup aussi pour l'association. On a la chance de faire ensemble les webinars, les confs du vendredi matin à 11 heures pour parler de l'actualité SEO. Voilà, avec Dan notamment qui est là ici. Donc voilà, le vendredi, si vous voulez prendre une petite piqûre de rappel de ce qui s'est passé dernièrement dans le référencement naturel, on est tous plugués sur la chaîne YouTube à 11 heures. Voilà, n'hésitez pas. Et donc, on va vous dérouler quelques informations, quelques audits, quelques visions, quelques façons de faire sur un e-commerçant qui nous a donné l'autorisation de faire un audit sur son site complet. Allez, c'est parti. Donc le contexte, rapidement, avec Manu, on s'est dit que ce serait une idée sympa de faire gagner un audit complet. Donc on a lancé ça sur Twitter il y a 10-15 jours, et on a eu un certain nombre de candidatures, et puis on a fait un espèce de tirage au sort pour tirer une boutique. Et donc c'est cette boutique Néobulle qu'on va utiliser aujourd'hui comme exemple pour vous présenter les différents concepts. Donc Néobulle, pour la petite histoire, bah, c'est une petite PME française située dans la Loire qui fait des produits pour bébés. Et comme nous disait Mustapha, tout est made in France, c'est bio, etc., etc. On est sur un PrestaShop déjà un peu vieux, une 1.6.1.16, et on va voir comment ça se passe. Alors, les Alors, quatre piliers de l'audit, Manu, je sens que tu as envie de nous parler de ça. exactement, je voudrais dire que voilà, pour ce site-là, rapidement, on a trouvé un site qui était pas trop mal, hein. On n'a pas trouvé un cas de figure où il y avait des millions de choses à dire tellement que c'était catastrophique. Donc au contraire, c'était intéressant. On a dû pousser un peu les analyses. On a fait pas mal de slides, donc on va aller un petit peu vite, hein, parce qu'on vous montre plein de petites choses qu'on a analysées, qu'on a regardées, et ça vous donnera des angles, des perspectives d'analyse d'un site pour vous-même. Donc là, je pense qu'on n'a pas révolutionné le marché, on a regardé tous les critères on-site du site pour regarder globalement comment il se comportait, globalement les grandes informations, notamment sémantiques. On s'est arrêté sur quelques pages aussi qui nous posaient problème, sur lesquelles on va revenir. L'UX et l'off-site, évidemment. Alors, l'off-site, je pense qu'on n'aura pas trop le temps de le faire, mais bon, voilà. En tout cas, et puis, il n'y avait pas grand-chose à dire. Ok. En petite intro, je trouve que la conférence qu'on a fait peut être un complément sympa à la conférence de ces deux petits messieurs de Corleone là-haut. Donc voilà, vous avez fait une super conférence hier sur du Ouais, PrestaShop. bravo. Et donc, ben, si vous n'y étiez pas, regardez-la en replay, elle vaut le coup. Et voilà, il y a des choses qui vont être communes, mais nous, on n'est pas, on n'a pas mis en place de stratégie, on est juste sur une partie audit. Alors, dans un premier temps, moi, ce que j'ai fait, comme je vous disais, le site était pas trop mal optimisé, quelque chose d'assez correct. Donc, quand on trouve 15 000 trucs à dire, bah, on rentre tout de suite dans le dur. Là, il a fallu prendre un peu de recul.
Et donc, prendre un peu de recul chez moi, c'est évidemment regarder un peu comment la courbe de trafic se comporte. Et moi, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que en regardant jusqu'en 2014 dans le Webpack Machine, donc comme vous le savez peut-être, on peut revenir un peu dans le temps sur les sites internet, sur n'importe quel site internet, on peut regarder comment il était autrefois. Et donc, on voit que ce site-là, il a toujours été là, et puis il a toujours été sous la même bannière. Et petit changement d'URL, mais globalement, voilà, il était présent. Et donc, on voit bien un peu cette défiance de Google pendant plusieurs temps. Donc là, c'est particulièrement long, mais on voit bien que voilà, il a été quand même adoubé. Et je ne pense pas qu'ils aient fait quelque chose de complètement miraculeux en juillet 2018 pour tout d'un coup décoller et s'envoler dans les airs. Donc, c'était intéressant de regarder un peu ce qui s'était passé dans le temps et de prendre du recul par rapport à cette courbe et de voir que rien que la courbe nous montre que c'est un site pour lequel ça se passe globalement bien. Ouais, on est sur des beaux trafics déjà. T'es quoi, sur du 30 000, quelque chose comme ça, 40 000? Ouais, 40 000 visiteurs. Bon, retour rapide sur nos outils préférés. Bon, bah voilà, on voit un site qui a un certain nombre de domaines référents. On voit bien cette courbe qui est relativement plate. Bah, il ne se passe pas non plus grand-chose depuis un petit moment. Donc il y a certainement des choses à aller Alors, regarder. très rapidement ici, pour les indicateurs qui sont intéressants, pour voilà, qu'on les regarde ensemble. Donc on voit que le trust flow ici est de la même couleur, donc ça c'est plutôt un indicateur positif. On voit que ça ne change pas toutes les 5 minutes. Si ça changeait énormément le trust flow thématique, ce ne serait pas forcément extrêmement grave, mais ce serait une indication. On voit aussi que le trust flow est inférieur au citation flow, donc ça lui donne une note de qualité qui est discutable, mais c'est un beau contre-exemple parce que bon, le trafic n'est pas non plus complètement nul, donc on voit que ça se passe bien. 350, 360 rêves domaine là-haut, c'est pas mal. Et puis dans le camembert là-bas, on voit pas de spam aussi, c'est sympathique. On voit que souvent on peut voir des trucs un peu bizarres dans le camembert de droite ici au niveau des encres, c'est pas le cas. Donc voilà, on a plutôt des KPI qui sont intéressants, un nombre de pages tout à fait raisonnable. On voit les concurrents. Donc plutôt voilà, quelque chose qui est intéressant. Il y a peut-être aussi la notion de redirection notable aussi, qui peut être un indicateur à vérifier s'il n'y a pas des redirections qui sont un peu curieuses. Mais bon, là, il n'y avait rien à signaler. Juste rapidement, là, sur ce nombre de pages, on est sur le nombre de pages qui sont positionnées en première page de Google. On va le voir juste après dans la partie crawl. On est sur un site où on a 400 pages à peu près. Alors après, sur cette fameuse prise de recul, bon, moi, ce que je fais très souvent, c'est que j'essaye de regarder le même indicateur à travers plusieurs prismes. Donc ici, dans ma Search Console, je vais regarder combien Google me donne de pages pour le site. Voilà, combien de pages sont indexées pour ce site. Après, je vais regarder dans Screaming Frog. Et ça, c'est bon, encore une fois, là, le site était pas trop mal, il n'y avait pas de choses monstrueuses, mais très fréquemment, on va retrouver un gros delta entre ce chiffre-là sur Search Console et le crawler en lui-même qui va parcourir le site avec ses petites mains et qui va trouver beaucoup plus de pages ou beaucoup moins, ça dépend des cas de figure. Donc ça aurait été l'occasion de dire, ah, il y a un petit souci. Il y avait un truc qui était intéressant, vous voyez, le nombre de pages, c'est 17% du tout. Donc en fait, il y a énormément d'images sur le site. Donc ça, c'était une petite chose intéressante, peut-être quelque chose à faire. Très rapidement après, je regarde ici, vous voyez, le site de points qui est censé me donner aussi, pareil, le nombre de pages valides. Donc on est sur... Alors c'est souvent pas le même chiffre ici, mais bon, c'est plutôt correct. Et puis, il y a une petite astuce, peut-être que vous connaissez, ces sites de points, moins in URL 3W. Donc là, j'ai demandé à Google de m'enlever les 3 W pour bien voir tous les sous-domaines. Parce que souvent, on trouve une myriade de sous-domaines pour un site donné. Et quand il y a plein de sous-domaines, voilà, ça peut être gênant ou ça peut être un indicateur ou des sous-domaines qu'on a oubliés. Et donc là, on voit qu'il y avait des sous-domaines qui se baladaient. Allez, on avance, ça fait déjà 10 minutes, Manu. Allez, Manu, tu nous parles Allez, très 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 rapidement, là, il rapidement n'y de a pas concurrents. grand-chose à dire, juste cette slide-là où on voit les concurrents ici, qui sont les concurrents du client. Donc, on les retrouve dans Href. J'espère que vous connaissez pour la plupart cette page. Et donc ici, on a fait enfin, une petite analyse sémantique. Donc nous, on a cette vision-là qu'on fait, que je vous partage parce que je la trouve assez intéressante. Donc, ce qu'on fait, c'est que on prend donc tous les concurrents que j'ai vus dans le slide précédent et on va récupérer les mots-clés de chacun.
Et puis, on va regarder, trier en fait les mots-clés par le nombre de domaines qui se positionnent également sur ce mot-clé. Donc voilà, ici, on voit que écharpe de portage, sling, voilà, porte-bébé, tout ça, tous ces mots-clés-là, en fait, ils sont très nombreux, et, enfin, ils se positionnent tous dessus. Et vous voyez, en fonction du... Alors, on a les URL à droite. Et donc, on voit que sur ce graphique-là, on voit aussi les leaders. Vous voyez, on voit que là-haut, il y a pas mal de vert, plus on est haut dans la SERP. Donc là, c'est très intéressant pour regarder qui domine le marché. On voit que Neobul est pas trop en reste. On voit que là, il y a pas mal de rouge, donc ils ont un peu de retard. Sauf Boom, troisième ici, sur le troisième. Ça, c'est intéressant. Ils font une percée. Bébé Louga. Donc voilà, donc ça c'est une vision qui est intéressante, qu'on ne peut pas creuser parce qu'on n'a que 40 minutes, mais c'est une vision qui est très intéressante pour vous, un tableau à faire, que nous on a automatisé chez Uplix et qui nous permet d'avoir une vision très rapide des mots-clés importants. Ça marche. Juste parce qu'on prend du temps sur la bonne idée de Julien, on va réenregistrer la vidéo quand on va faire la restitution au client, s'il est OK. Donc vous aurez la totale de l'audit disponible. Et on va commencer par qu'on ne parle pas forcément au début en général. On a finalement décidé de mettre ça tout de suite. On va parler rapidement de critères UX. Et là, on va faire appel à ton expérience de e-commerçant, Manu. Et tu vas nous donner 2-3 exemples qui ont été mis en place sur une autre paire de manches. Alors, on sort un petit peu de Exactement. l'audit pur, mais c'est du conseil. Ben, c'est hyper important parce que l'UX, évidemment, va énormément jouer sur votre SEO. Ça va jouer sur le fait que les gens naviguent sur votre site. Donc là, une petite astuce, c'est le fait de faire un double affichage sur le mobile. Voilà, ça permet de vraiment montrer un maximum de produits à vos clients. Ensuite, jouer sur les délais de livraison, je me suis aperçu que ça avait un impact très important. Les clients sont omnibulés par la livraison, ils considèrent même que ça devrait être gratuit. Soit, mais par contre, nous, ce qu'on a essayé de faire, on ne peut pas vraiment l'offrir, pas encore en tout cas, mais Si, voilà, il on y peut avait un bug, expliquer. tu te rappelles, c'était tout gratos chez toi. Ouais, c'est ça. Profitez-en, Avant, commandez c'était chez une autre gratos. paire de manches, c'est gratos tout le temps la Heureusement livraison. que j'ai ton 06 pour réparer ce genre de choses. Et voilà. Et donc, du coup, voilà, les livraisons, si vous commandez suffisamment tôt, vous serez livré le même jour. Donc, ça joue pas mal sur l'achat. Bon, les sliders, ça c'est assez classique. Les codes promo, les sliders, ça permet de. Faut pas en mettre trop rapidement, il faut pas en mettre trop nombreux sliders, mais ça peut être intéressant. Moi, j'ai plusieurs noms de domaines, donc j'essaye de dire aux gens, bah voilà, si tu veux un nœud papillon, c'est là, si tu veux une ceinture, c'est là, etc. Et puis, évidemment, il y a tout un système d'extensions. Alors, c'est pas des extensions sur WordPress, c'est des Des modules. modules sur Hein, PrestaShop. PrestaShop. WordPress est Voilà. dans la salle à côté avec Nico. WordPress, c'est les extensions. PrestaShop, c'est les modules. Et donc, vous avez voilà, des modules qui sont très importants, comme récupérer les paniers abandonnés, comme mettre Tag Manager et tout ça. Donc, il y a un certain nombre de modules qui sont importants. On vous redonnera la liste dans l'audit complet, mais voilà. Petit big up sur quelque chose que j'ai testé et qui marche bien. Donc, je vous donne le tip, c'est Kiliba. Alors, j'ai pas d'action chez eux, hein, c'est vraiment voilà. C'est grâce à de l'IA, ils récupèrent votre base de données, ils se connectent chez vous avec une extension, je vais y arriver, avec un module, pardon. Et donc, du coup, ils vont récupérer vos inscrits avec leur date d'anniversaire, leur date d'inscription. Ils vont leur proposer les éphémérides, etc. Et tout ça, ça se fait tout seul. Moi, j'aime bien les choses qui se font tout seul. Donc, du coup, ça va générer des ventes un peu en automatique, générer des mails avec un système normalement automatisé et intelligent derrière. Donc, moi, voilà, ça marche très bien. Ça a été rentable en tout cas. Ok, très rapidement pour conclure sur cette partie UX, certes ça va faire augmenter vos taux de conversion, mais n'oubliez pas qu'il y a une grosse partie, malgré tout, de Google qui est basée sur des user metrics, et plus votre site va avoir des bonnes metrics, et plus il va monter dans les résultats de recherche. Donc toute cette partie click rate optimization est très importante. Allez, on va rentrer dans des choses un peu plus techniques, et on va parler de critères on-site. Et finalement, voilà la liste pas tout à fait exhaustive de tout ce qu'on va aller vérifier quand on va faire un audit. Donc on va aller regarder toute la partie performance. On va aller regarder notre fameux ami, le robot.txt. On va bosser de l'indexation et les sitemaps, vérifier 2-3 petites choses là-dessus. Et je ne vais pas tout vous lire, on va rentrer un peu dans les détails. Alors pour nos amis de Neobul, voilà ce que ça donne en termes de web perf. C'est pas cata, on était assez étonnés. Et c'est vrai que sur l'exemple que vous avez montré hier chez
chez Corleone Bees, les stats étaient beaucoup moins bonnes, donc ils ont plutôt bien bossé. Alors, on va vous donner deux, trois pistes de choses qu'on peut faire. Alors, on a d'abord étudié vraiment le time frame, voir ce qui se passait. On a un TTFB qui est pas génial à 419 millisecondes, mais c'est pas cata encore. Le gros souci qu'on a repéré sur ce site en termes de perf, c'est cette partie-là ici, c'est-à-dire qu'on est sur un serveur qui n'est pas HTTP2, donc on n'a aucune parallélisation des chargements des ressources. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve ici avec tout un tas de ressources qui sont longues à charger, des images, de l'EJS, etc. Donc ça c'était un des gros soucis qu'on a sur ce site. C'est juste un problème d'hébergement. Après on a une page d'accueil qui est assez costaud, qui fait quand même 3 mégas. Donc il y a quand même des soucis. Alors Manu, qu'est-ce qu'on fait sur un site pour optimiser les web perfs? Bon, la première, tu la connais bien, je t'engueule souvent avec ça, donc Donc voilà, il y a plusieurs choses. Évidemment, le plus important, j'espère que vous le savez tous, c'est les images. Il faut bosser là-dessus, il faut les optimiser, faut vraiment travailler à ce que ça se charge rapidement. Moi, je suis pas très fan des diaporamas, les bon, je crois que machins, les personne n'est fan. sliders. Mm. Donc voilà, je pense On vous on va conseiller de les repasser le enlever. message de Jus hier et de, je sais plus ton prénom, excuse-moi, arrêtez avec les sliders, arrêtez de nous casser les bips avec ça. Donc voilà, les CDN, hein, et plein de petites choses, l'easy loading. Peut-être que toi, techniquement, tu peux nous On va dire vous juste montrer un ça. mot. Tu On veux va nous vous montrer ça? montrer le lazy loading après. CDN, je pense à des choses comme Cloudflare. On en a parlé juste dans la conférence avant avec Mathieu. C'est des choses qui peuvent être pas mal du tout. Et dans Presta, il y a deux, trois modules à penser à désactiver systématiquement, dont l'espèce de module de gamification de PrestaShop. Je sais même plus comment il s'appelle, mais vous tapez gamification, il sort tout de suite. Vous virez cette daube et ça va mieux se passer. Dans limiter les appels de ressources externes, c'est mon ami Manu, lui, il aime bien avoir des pixels dans tous les sens. Il les a tous, Facebook, Shopee, Mind, machin, et c'est une cata. Et deux, trois petites choses que je vais vous montrer juste après. Et si vous voulez aller plus loin pour vos études de WebPerf, pensez à ce petit truc en bas, là, PSD Bug Profiling, pardon, qui va vous permettre de voir toutes les requêtes exécutées et le temps pour chacune des requêtes SQL. Ça, c'est très, très pratique. On va pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais ça, vous irez voir sur les slides après. Je vous explique comment venir optimiser le chargement de vos polices. Donc, deux astuces. Un, la partie front face. Deux, la partie ici, pré-link, rel pré-connect. Ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Le lazy loading, c'est très très simple de mettre en place un lazy loading. Vous allez charger un script en JS et puis vous allez tout simplement venir rajouter ces deux petites lignes de code partout où vous en avez besoin. Donc, franchement, ça prend 10 minutes à faire. Le robot.txt, chez Neobull, il est plutôt pas mal. Des fois, on a des grosses catastrophes, des fois, il n'y en a pas du tout, des fois, il n'y a pas le sitemap dedans. Donc, pensez vraiment à analyser, vérifier qu'il n'y ait pas des énormes conneries dans les disolos ici. Souvent, dans les PrestaShop un peu anciens, on a des disolos sur les paginations des catégories, ce qui est quand même très con. Alors, structure des URL. Moi, alors Manu, je sais même pas si on est d'accord là-dessus. Moi, je suis pas fan sur ces URL à rallonge avec la catégorie, le machin. Donc là, forcément, on ne le changera pas parce qu'on va pas venir mettre des 301 pour rien sur ce site. Mais nous, aujourd'hui, quand on crée une nouvelle boutique PrestaShop, on change le plan de maillage, le plan de nommage des URL par défaut. On vire toutes les notions de catégorie. Et moi, ce que j'aime bien, c'est directement venir créer des patterns de type de page. Donc, je mets PR, si c'est une fiche produit, CO si c'est une fiche collection. Et ça permet, quand on fait de l'analyse de log, de trier facilement sans avoir à mettre des expressions régulières ou des choses comme ça. Je sais pas ce qu'on t'en penses, toi, d'ailleurs, de ça, toi. On n'en a pas parlé. Écoute, non, on est globalement alignés. Moi, j'aurais tendance à privilégier un maximum les URL très courtes. Mm. Voilà. Après, je pense qu'il ne faut pas y mettre trop d'importance, mais c'est vrai que on a une espèce de défaut. On a hérité peut-être d'avant de mettre un maximum de mots-clés dans les URL. On se retrouve avec des trucs imbitables. Ou alors WordPress qui va transformer ton titre en URL, c'est un carnage. Et donc là, d'ailleurs, on avait un exemple qu'on avait montré où ils ont mis une canonical en fait sur ces deux pages. Alors très rapidement, la canonical, c'est le fait de mettre dans les informations HTML une information du type, bah voilà, excuse-moi Google, cette page-là, elle ressemble vachement à celle-là. Donc du coup, en gros, l'URL maître, elle est là.
Et ça, c'est une URL esclave. Voilà, elle est dupliquée. Mais en fait, voilà, là, il y en a trois, là, il y en a qu'un. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai fait ça. C'est le même produit. D'un côté, il y en a trois, d'un côté, il y en a qu'un. Et donc, du coup, je considère que ces URL sont dupliquées. Et en l'occurrence, en résultat, ben, si on teste, Google a indexé les deux pages, c'est-à-dire qu'il a complètement zappé la canonicale. Il s'est dit les deux pages n'étaient pas assez similaires pour en faire une seule et unique page. Et pour le coup, bah, c'est pas forcément gênant parce que si on tape gel bulle de bébé, ils sont en première position dans Google. Et si on tape l'eau de gel bulle de bébé, ils sont en première position dans Google avec l'autre page. Donc pas forcément. Des fois, les canoniques utilisés à bon escient parce que là, ça sert à rien. Ouais, Google peut l'ignorer s'il le souhaite et il le fait sans problème. Allez, indexation, on va passer rapidement. Bon, pensez quand même à mettre à jour votre sitemap. C'est très souvent qu'on arrive sur des sites, on fait l'audit, le sitemap date de mars 2018, ça sert à rien. Mettez un monitoring pour savoir ce que Google fait sur votre site. Si vous n'avez pas d'argent à mettre là-dedans, allez voir notre ami Olivier Papon et SEOlizer. Il a des versions gratuites qui marchent très très bien. Et surtout, bah, analyser, détecter et corriger les fuites de jus sur vos pages. On va en parler rapidement aujourd'hui. Sinon, allez voir la conf de Durf ce soir qui va vous expliquer ça de fond en comble. Et puis, bah, pour moi, il y a plein de pages que vous allez passer en no-index. Les pages de recherche, ça peut se discuter. On n'est pas forcément tous d'accord. Le panier, les pages de commande, le tunnel, etc. Passez ça en no-index. Bon, bah, première chose que vous allez faire aussi dans votre audit, vous allez passer un Screaming Frog, vous allez regarder s'il y a des 301, des 404, allez arrêter de perdre du budget crawl, arrêter de faire sauter les robots de Google de page en page, corriger les 301. Et puis bah, les 404, c'est juste que vous montrez à Google que vous n'aimez pas votre site, donc faites-en quelque chose, soit des 301, soit des 410, on en parlera tout à l'heure. Ici, le site est tout petit, donc on peut, en toute transparence, c'est pas d'une gravité sans nom, parce que voilà, pour 400 pages, Google, c'est un coup de cuillère à peau. Le site serait un très gros e-commerce, ce serait un effet problématique. Ouais. Bon, un truc rigolo qu'on a vu là sur ce site-là, c'est qu'il y a plein de jolis liens sur la version pas HTTPS du site. Bah, c'est pareil, corrigez-les, ça sert à rien d'envoyer Google là-dessus, qui se prennent une 301. Alors, dans les petits trucs sur lesquels bah, moi je joue, bah, c'est sur la partie encre des liens, mais d'un point de vue purement technique. Moi, j'aime pas filer à Google des encres des liens sur les images. Je trouve ça très couillon, donc je veux lui filer des liens que sur du texte avec de la sémantique. Donc, on va venir nous obfusquer tous les liens sur les images dans les listings de produits PrestaShop. Donc là, ils ont mis les liens ici en nofollow, En plus. ici. Voilà, ce qui Et n'est pas ici, dans leur site, forcément. ils ont, alors pas pas sur les pages de listing, mais sur la homepage, le product feature de la homepage a des jolis liens ajoutés au panier avec un nofollow dessus. Donc n'oubliez pas qu'un nofollow, c'est donner le jus, c'est redonner le jus à l'ensemble du web plutôt que de les garder pour vous. Donc vous perdez énormément de votre jus SEO pour rien. Ça, vous regarderez. Si vous me dites que l'obfuscation, c'est compliqué, super, je suis en suspicion de spam, très bien. Si vous pensez que l'obfuscation, c'est compliqué, ben, c'est très simple à mettre en place. Hein. On passe de ça là-haut à un lien en clair, à un lien tout caché en bas. Ben, grosso modo, vous avez besoin d'écrire ça hein, dans votre code. Donc ça devrait bien se passer pour tout le monde, normalement. Même combat, on ne va pas rentrer dans le détail là-dessus, vous aurez les slides, mais grosso modo, on a juste un petit L'obfuscation, juste encodage. parce que c'est quand même important que vous compreniez. Voilà, qui connaît l'obfuscation et ça n'a aucun mystère pour lui. Alors, Ça va, on est pas mal. c'est pas mal. Mais on va expliquer rapidement. Allez. Alors très rapidement, parce que c'est quand même, vous êtes là pour découvrir des choses. L'obfuscation, c'est le fait de cacher rapidement des liens avec JavaScript. Voilà, c'est-à-dire que normalement, faire en sorte que Google puisse pas voir que c'est un lien, mais il a quand même un intérêt. Donc du coup, on veut le rendre disponible au clic via le navigateur, mais on veut le cacher à Google parce qu'on estime qu'on veut le concentrer sur d'autres pages. Voilà. On verra ça un petit peu après de toute façon. On va le voir tout de suite. Le fameux schéma cocon.se. Coucou à Christian et Sylvain. Bah voilà, le site il est moche, il y a des méga menus, on voit ces fameux saucissons là. Donc bah, dans le principe, nous ce qu'on va conseiller aux clients, bah, ce que vous avez mis en place aussi, on va obfusquer le méga menu, donc on va cacher les liens à Google et laisser qu'à l'internaute via du JavaScript. Faire la même chose sur le footer. Et on va aller chercher toutes les saloperies de pages parasites qui piquent du jus pour rien. Mon compte, accès pro, panier, ajouter au panier.
Et il y en a surtout une sur laquelle on passe souvent à côté, c'est le bouton Wishlist, ajouter aux favoris, qui est une catastrophe, puisque souvent ça fait un espèce de truc, allez vous connecter à votre compte, c'est une cata. J'en ai vu des très rigolotes sur des barres de cookies aussi, qui étaient pas bloquées à Google, donc Google se tapait sur toutes les pages un lien vers les mentions légales. Ça, c'est pas compliqué, vérifiez tous vos liens un par un, et dès qu'il y a un truc qui sert à rien, vous l'obfusquez. Allez, feu. Allez, très rapidement ici, quelque chose qui est un peu oublié parfois, c'est vous avez dans un endroit un peu caché de la Search Console les statistiques d'exploration. Et donc là, on voit en effet plein de les sous-domaines dont je parlais tout à l'heure. Et on voit que voilà, il y a des problèmes qui sont remontés. Et en effet, il y a des redirections qui sont parfois en cascade ou alors on voit que le HTTP ne redirige vers rien en fait. HTTP, il redirige vers le néant, ce qui est quand même un peu dommage, quoi. Donc l'idée, c'est de réussir à modeler votre PageRank pour arriver à des belles structures hiérarchiques qui vont être ressemblées à ce que l'internaute voit, et finalement Google voit votre site totalement différent. C'est toute la partie obfuscation, vous regarderez ça dans le détail, je vous mets tout ce qu'il faut obfusquer, tout ce que, sur que vous allez bosser. Dans les critères on-site, on va parler de la profondeur des pages. Bon, on a coutume de dire que les pages doivent être à 3 clics de la home, ou en tout cas de 3 clics d'où de la landing page à la partir de laquelle vous arrivez. Et petite astuce, mettez un joli plan de site en HTML, ça va résoudre votre problème des 3 clics. Exactement. La fameuse pagination dans un site PrestaShop. Par défaut, c'est mal fait dans un site PrestaShop. Donc première chose, ne faites pas la connerie, et eux ne l'ont, si eux l'ont fait, pardon. Voilà, eux ils ont une jolie sur la page 2, ils ont une canonicale sur la page 1. C'est une connerie, c'est la page 2, c'est pas la même que la page 1. Donc laissez-la indexable, mettez pas de canonical dessus. Nous, par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on vient la désoptimiser en termes de SEO. Donc sur la page 2, on vire la partie description de contenu et on vient dégommer la balise titre pour carrément être sûr que Google ne se trompe pas. Et en termes de pagination, moi, ce que j'appelle la pagination pas à pas, mettez en place un système qui fait que vous avez un lien vers la première, la deuxième et la troisième page, mais assurez-vous qu'au final, toutes vos pages ne vont pas être à plus de 3 ou 4 clics de la première page via cette pagination. Donc vous allez peut-être mettre 1, 2, 5, 10, 15, 20 et la dernière page au bout. Tu nous voulais parler du cycle de vie des produits Oui, rapidement? c'est très important ça. S'il y a peut-être un truc que vous devez retenir dans la conf, c'est ça, c'est que qui dit commerce dit cycle de vie d'un produit, donc vous devez vous poser la question de qu'est-ce qui se passe pour un produit qui n'est plus disponible à un instant T ou qui ne le sera plus jamais. Voilà. Et donc ça c'est important parce que moi j'ai trouvé des cas de figure où on a des millions, enfin des milliers de pages qui deviennent orphelines ou qui se baladent dans la nature. Donc c'est très compliqué. Donc là-dessus, il y a une notion de maillage. Est-ce qu'on enlève ces pages-là du maillage si elles ne sont plus disponibles pendant un instant T? Et il y a aussi une notion aussi de 301. Si elles sont vouées à disparaître totalement, vous pouvez les rediriger vers soit un produit équivalent, soit la catégorie mère. Voilà. En tout cas, dans le pire des cas, vous avez la possibilité de claquer une 410. Je serais peut-être plus pour la 410 que la 404. On est d'accord. Et, ouais. Et donc du coup, voilà, ça c'est très important. Gérer votre cycle de vie de produit. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Posez-vous la question de qu'est-ce qui se passe pour mes produits qui sont out of stock pendant 6 mois et qu'est-ce qui se passe sur mes produits qui ne seront plus jamais disponibles parce que je les arrête. Et promis, on vous conseille pas de faire une 410 parce que je m'appelle 410 Gone au niveau de ma boîte. Promis. Allez, on enchaîne rapidement sur le on-page. Balise titre, ils ont quand même un peu de boulot à faire. Ils ont bossé, mais il y a des choses encore à faire. Alors rappelez-vous juste, et tu disais qu'il y avait un truc majeur à se rappeler, c'était le cycle de vie des produits. N'oubliez pas que la balise titre est l'élément le plus important pour Google et que ça fait encore aujourd'hui des miracles. Mais vraiment. Bon, le balisage à chaîne, pour le coup, j'en ai pas trop tombé de notre chaise. Il est pas si mal que ça. Sur un Presta, en général, c'est la cata. Les thèmes sont pourris, sont mal faits. Dès qu'on rajoute un module, ça met des H4, des H5 dans tous les sens. Là, ça va. Et puis, franchement, c'est pas ça qui va nous faire mourir. Soyons francs. Bon, les données structurées, par contre, sur un PrestaShop 1.6, elles font mal aux yeux. Donc, la pensée à les travailler, à les rendre
juste. Les données sourcées, c'est ce qui va vous faire apparaître les petites étoiles, les vignettes, les vidéos dans les SERP, dans les résultats de Google. Donc c'est voilà, nous on adore ça, les Ça, SEO. c'est super important. Et Vous dans pouvez pas en faire 99% des voilà, sites PrestaShop, sur les elles sont avis, pourries. Ouais. exactement. Ça c'est vraiment le premier truc à faire sur un Donc PrestaShop. faites vraiment attention à ça. C'est cassé. Même je crois que dans le PrestaShop par défaut, c'est cassé. Donc voilà. Le contenu des pages, size does matter, comme on dit. Alors, je ne sais plus qui en parlait hier dans sa conférence, je crois que c'était Morgane. Bon, il faut arrêter avec la surenchère au niveau des contenus. Malgré tout, une page qui a du contenu va quand même mieux s'indexer qu'une autre. Après, travailler de manière intelligente, une fiche produit, ça ne s'optimise pas en racontant l'histoire d'un produit, etc., etc. Et créer des cocons sémantiques, des guides d'achat, soyez intelligents. Et dans les choses justes sur lesquelles je voudrais faire un focus, qui pour moi est important, c'est cette partie-là. Souvent, et vous l'avez bien montré hier, les sites sont optimisés sur des requêtes que le client, en fonction des produits qu'il vend, mais pas en fonction de ce que les internautes recherchent réellement. Donc soit en effet, comme vous l'avez fait hier, vous restructurez tout le site en créant de nouvelles catégories. Nous, on aime bien faire des catégories fantômes, voire des facettes indexables. Facettes indexables, vous pouvez le faire avec le module PrestaModule Advanced Search for. Et sinon, vous créez des catégories qui ne sont pas dans les menus, mais qui sont liées dans la structure et que vous optimisez pour le SEO, pour les mots-clés pertinents. Ce ne sont pas forcément les mots-clés que le commerçant veut mettre en avant, mais ceux que le client recherche. Sur cette partie contenu, on va très rapidement parler des intentions de recherche. N'oubliez pas que 90% des recherches sur Internet ne sont pas des recherches transactionnelles. Ce n'est pas des recherches sur lesquelles le client, le prospect, il a la carte bleue en main. Donc commencez par vous positionner comme l'expert de votre domaine, créer des guides d'achat, créer des contenus pertinents, créer de l'information. Et au bout de 3, 4, 5, 6 fois que la personne aura vu votre site, il viendra acheter chez vous. Merci. On a fini. Voilà, mais pas mal. Alors, juste pour la petite histoire, on ne vous le montrera pas tout de suite, mais on a tout ça qui était prêt pour vous. Vous aurez dans l'audit version complète. On a toute une partie audit de off-site qu'on ne vous a pas mis en place. On a la question. Alors pour la question, n'hésitez pas à lever la main, et puis comme ça, parce que sinon on ne sait pas qui a répondu. Pour la question, Meg, Allez, je veux la version exacte. la version exacte du PrestaShop utilisé. Toi, tu as déjà un mug. Le premier qui a levé la main, je crois que c'est le jeune homme là. Si je me souviens bien, c'était 1.6.6. C'est pas gagné. 1.6.1.7. T'as gagné le mug. Bravo, on peut l'applaudir. Bon, n'hésitez pas si vous avez des Il n'y a pas de mug. Il n'y a pas de mug. T'as gagné un mug On va aller invisible. chercher le mug. Est-ce que vous avez des questions? Tu fais passer les micros. En fait, j'ai pas bien entendu le nom du module. De la version. Non, 1.6.8. Du module pour indexer les facettes. Et je ne sais pas si vous pourriez le présenter un petit peu plus. Advanced Search 4 ou Advanced Search 4 de Presta Module, donc qui remplace très très bien le module par défaut de Presta pour faire des facettes et qui en effet te permet de créer des facettes indexables avec du contenu, avec des balises titres, etc. Donc soit tu lui dis je veux créer de manière automatique tout un tas de facettes en sélectionnant les différents attributs que tu veux mettre dedans, soit manuellement tu dis je veux ça, plus ça, plus ça, je veux toutes les chaussures rouges en taille 47, tu peux te créer une facette indexable, après charge à toi de la lier dans ton maillage pour qu'elle prenne du jus. Mais ça peut être pas mal pour ne pas avoir recréé des catégories dans le catalogue. Merci pour la conf, c'était super intéressant, intense, ça transpire. Qu'est-ce que vous préconisez dans le traitement des URL pour une migration? Swan.tool. Non, ça dépend. Quelle est ta question? Exactement. Tu migres quoi? Entre alors, une 1.6 et une 1.7, Ouais. entre un Magento ou un PrestaShop? C'est ça, non, PrestaShop, version de PrestaShop, ouais. Alors, sauf si les URL sont vraiment problématiques, j'essaye moi de garder la même structure d'URL et normalement sur la migration, ça se fait tout seul.
En fait, ça peut dépendre aussi de ton ranking de départ. C'est-à-dire que si ton ranking est excellent, il ne faut pas trop y toucher. toucher. Voilà, on va essayer de garder un maximum d'URL. Et si tu es quand même obligé de faire des choix, fais évidemment des choix sur les URL qui rankent le moins ou qui sont. Voilà. Mais en général, on a pour expertise de ne pas toucher. Pourquoi? Parce que de mon expérience, et ça n'engage que moi, quand on change une URL ou un contenu, pour moi, Google, il fait un reset de ses critères, clairement. Il dit, tiens, je vais tout remettre à zéro et je vais vérifier. Alors, Déjà, oui, ouais. Déjà, avec ta migration, tu te mets quand même dans une situation où Google il va venir ralentir le crawl sur ton site. Parce il qu'il va va se rendre regarder. compte que tu as changé des trucs. Il va se dire, oh, je suis quand même pas trop content, je vais ralentir le crawl. Donc, si en plus tu commences à mettre un gros plan de 300 en route, nous on évite au maximum de le faire. Donc, aujourd'hui, sur une migration 1.6, 1.7, dans 99% des cas, on ne vient pas changer la structure d'URL parce qu'on va éviter de changer la structure du catalogue, etc. Maintenant, tu vois, les gens de chez Corleone, hier, ils nous ont dit qu'ils ont revu toute la structure, donc ils ont dû faire un balisage 301, et je crois que ça s'est bien passé vu ce qu'ils nous ont dit hier. Ouais, parce que la problématique, en fait, c'est que dans les deux versions, eh ben, dans la nouvelle version, tu as le multilangue, en fait. Et là où, Ok, ben, là, tu n'as pas bien le choix. 301. Après, tu peux. Moi, ce que je te conseille là-dessus, en effet, c'est sur ce que dit Pascal, sur le FR, de virer le /fr que PrestaShop va mettre par défaut dès que tu passes en multilangue. Ça, tu peux le faire sur ta langue par défaut. Tu as des petits modules ou des astuces pour le faire. C'est pas compliqué. Donc, du coup, ton FR va rester identique et tu vas créer tes nouveaux /en, /de, etc. Et juste une deuxième question. Vous êtes passé vite fait sur la home page au niveau de l'obfuscation, au niveau de l'image. Est-ce que vous pouvez juste, au niveau du bouton, j'ai pas, c'est passé rapidement, c'est vrai. Alors, je crois qu'il y a une pause après, donc c'est cool, on a du temps. Dis-moi, juste, tu me dis quand je m'arrête. Je suis passé dessus? Là, peut-être? Non. C'était au niveau de la home page. Vous savez, quand vous avez parlé des liens sur l'image et sur le bouton. Ok, je reviens au début, je sais pas où c'est. Bah, tu peux prendre 2 minutes, Christophe, après pour lui montrer. Hein? C'est la pause, on y va? Ouais, ouais. Une autre question? Ouais. On en parle après. Alors, Pascal. Pascal qui a gagné 1 heure d'audit d'ailleurs, parce qu'il C'est avait ça, non? participé pour être candidat. Bon, merci à tous les deux, en tout cas, super conf. Bravo. Merci. Petite question sur quand tu mets en place l'obfuscation sur un PrestaShop, évidemment, ça va t'amener à modifier des éléments du thème ou de modules. Oui. Et du coup, évidemment, tu travailles sur un thème enfant. Et comment est-ce que tu gères, du coup, ensuite, éventuellement, la mise à jour du thème ou des modules s'ils ont changé eux-mêmes leur structure, etc. Est-ce qu'il faut être vigilant avec ça ou est-ce que ça t'est jamais arrivé? Je sais pas si la question est claire. Bah, si, elle est claire et ça nous est déjà arrivé forcément. Malheureusement, on a encore plein de cas où on tombe sur des prestats où les gars ils ont mis ça en mode goré, pas de thème enfant, etc. Il y a des cas où on pleure, il y a des cas où on reste goré. Donc les cas où on pleure, on fait tout bien, mais il faut qu'on reconstruise tout, parce qu'il faut qu'on rehook tous les modules, tout le bazar. Et puis il y a des fois on se dit bon ok, tant pis. Ils n'ont pas le budget forcément nécessaire. Ils sont partis en mode goré, on continue en mode goré. Donc de toute façon, ils ne faisaient pas leur mise à jour depuis des années. Donc voilà. Des fois, on fait des arbitrages. Mais ça, je te l'ai pas dit, on fait que les choses bien normalement. Ça sort pas de cette salle. J'ai eu une question sur le row.txt par défaut de PrestaShop. Il y a beaucoup d'éléments qui sont bloqués. Il y a plein de lignes, je vois pas du tout pourquoi ils sont bloqués, à quoi ça sert en fait. Je suis d'accord avec toi. Donc, moi, souvent, je les vire et je regarde si Ouais. ça passe et il n'y a rien qui arrive après en exécution. Non, alors encore, ils l'ont amélioré, parce que je trouve qu'avant, il était un peu faux. Là, on le touche pas trop, mais tu as raison, il y a plein de choses qui servent à rien. Je suis d'accord. Merci. Une autre question? Ben moi, j'ai une question. Allez. Quid de la dette technique? La date sur celui-là, il est sur un 1.6. Ouais. Donc là, je crois qu'il y a une version qui est sortie il y a quelques jours, là, 1.7.8, je crois. Ouais. À date, là, le client, il est du coup sur cette base-là. Globalement, vous lui conseillez, quel est le delta entre le moment où il va passer sur cette version-là ou sur une nouvelle version?
combien de temps il peut rester sur cette version-là avec vos recommandations et est-ce qu'il peut faire l'année, faire 2 ans, faire 3 ans au vu de l'évolution et vu les optimisations que vous lui avez soumises? Alors, je vais te donner plusieurs niveaux de réponse. La première réponse que je vais te donner, c'est que j'ai moi-même été e-commerçant et j'ai bossé sur une 1.4 pendant quelque chose genre 9 ans ou 10 ans. D'accord? Mais parce que je la faisais vivre, je l'avais entretenue, etc. Les problèmes qu'on a aujourd'hui sur les 1.6, mais on a les mêmes sur les 1.7, c'est que tu l'as très bien résumé, il y a une énorme dette technique chez PrestaShop. Et aujourd'hui, on n'est pas PHP 8, on n'est pas. Donc c'est un peu une cata. Mais la 1.6, elle n'est pas morte. Déjà, donc j'ai plus le polo aujourd'hui, mais Friend of Presta, qui est une association de prestataires PrestaShop, on s'était posé la question nous-mêmes de faire valider cette version en PHP 8. On s'est pas dit qu'on le fasse pas. Et il y a aussi un fork qui s'appelle SortyB, qui est toujours basé sur la 1.6 et qui vient combler certaines de ces dettes techniques. Donc les problématiques que tu vas rencontrer, surtout pour moi avec une 1.6, parce que ça marche encore très très bien, une 1.6, il ne faut pas croire, hein, ça peut être performant, ça peut être optimisé, ça marche très très bien. La problématique, c'est la problématique d'hébergement. Si ton hébergeur il dit ton PHP 7 en 1.6, je sais même pas, limite 7 quoi, ouais, là tu vas être dans la merde et à un moment il va falloir migrer. Mais sinon, en termes de gestion e-commerce, aujourd'hui tous les modules sont encore dispo sur la 1.6 et le taux de répartition 1.6 en termes de boutiques, c'est encore énorme, quoi. Je pense pas, je suis sûr, tu as aujourd'hui plus de 50% des boutiques Presta qui sont en 1.6. Donc tu conseilles de figer finalement ensuite la stack technique une fois que vous avez fait les optis? Moi, pour l'instant, ils peuvent tourner encore dessus. Tant que leur hébergeur ne les met pas dehors, ils peuvent tourner dessus. Donc après, il y a des bons hébergeurs qui ne vont pas les mettre dehors tout de suite. Sachant que sur un WordPress, ne pas mettre à jour un module, enfin une extension, c'est un crime. Mais sur un PrestaShop, et je laisse confirmer Christophe ou pas, c'est presque une bonne pratique. Je crois que Pascal, tu as eu un piratage de PrestaShop il n'y a pas très longtemps. Après, on te dit non, mais voilà. pas à jour Donc, tes modules. Après, franchement, moi j'en ai vécu très peu. Il y a celui avec qui j'ai discuté avec Pascal. Un piratage PrestaShop, j'ai un client aussi qui en a eu. Soit c'est un Visual Composer, soit c'est une extension. J'en ai un slider qui est très connu, qui a une faille de sécurité. Après, il y a des failles classiques. Il y a une des grosses failles avec les PHP Unit, des choses comme ça. Ça, franchement, c'est facile à corriger. Et je ne sais pas du coup comment ça s'est résolu à toi, à ton niveau. Mais... Simplement, c'était un Visual Composer qui datait de 6 mois et il y a une faille qui a été découverte. J'ai pas fait la mise à jour. Et, voilà. Et après, voilà, ce que dit Manu, en fait, contrairement à WordPress, on les met pas tant que ça à jour les PrestaShop. Et on pleure pas trop. Ce sera le mot de la fin. Merci pour votre écoute.